les pauvres fonctionnaires qui sont moins payés que ceux au municipal font donc pitié. Là, la Ville de Québec hausse les taxes de 4,7 % et plusieurs tarifs pour payer ces folies-là avec des retraites de millionnaires. Faut arrêter de faire le voisin gonflable dans les négociations de secteur public. C'est primordial. Il faut aussi arrêter de se mettre la tête dans le sable sur le fait que l'immigration massive que Justin Trudeau nous impose n'a pas de conséquences. On en parle avec Philippe Soro, 5 mars de Québec Nouvelle, une première fois à l'émission. Bienvenue dans Politigui, correct, mon ami? Ben, merci beaucoup de m'accueillir. Salut Guillaume, salut tout le monde dans le studio, j'espère que ça va bien. Ça roule et on est curieux sur ton histoire de terroriste qui est pas présente dans les médias mainstream. Mais avant, je veux qu'on parle de Québec Nouvelle un peu. C'est quelque chose que je voyais passer de plus en plus, content qu'on établisse une collaboration. Ici, toi, tu es l'éditeur en chef. Peux-tu nous parler un peu davantage de ce média que tu gères? Oui, ben c'est ça. Ben, Québec Nouvelle, c'est un média en fait qui a été fondé en 2020, qui vise justement à offrir un contre-narratif aux médias, aux grands médias qu'on connaît bien. Et qu'on connaît bien, on le sait, les lignes narratives qu'ils ont. Donc, on veut un petit peu plus de diversité médiatique au Québec. Donc, c'est un média qui est un petit peu plus, je dirais, d'allégeance conservatrice, un peu plus de droite, un peu plus critique des politiques actuelles, un petit peu anti-establishment. Donc, en fait, on a une vision un peu décomplexée sur la politique québécoise et on espère offrir justement cette alternative-là. Et on offre des articles au quotidien, des émissions aussi un peu ici et là. Oui, c'est à peu près ça. Du beau matériel. Majoritairement sur Internet. Des complotistes, des homophobes, des racistes. Non, pour vrai, vous faites du très beau travail et je pense que c'est appelé à se développer toujours davantage. Et là, il y a une histoire que vous avez sortie à la base sur un dénommé Ali, dont je n'ose pas prononcer le nom de famille. Oui, Ali Ngarukiye. C'est effectivement un nom un peu difficile à prononcer. Je ne sais même pas si j'ai la bonne prononciation. Pas grave. C'est pas le cas. Pas nécessairement quelqu'un qui mérite qu'on s'attarde à honorer son nom parce que c'est un tueur, carrément. Oui, effectivement. En fait, on l'a connu surtout, tu dis, les médias grand public l'ont pas couvert. En fait, ça a été couvert. C'est juste que j'ai l'impression que cette histoire-là, il y a beaucoup de confusion dans la chronologie aussi. Et la majorité des gens vont se rappeler de cette histoire-là principalement en raison de l'arrestation erronée de Mamadi Camara. C'est-à-dire que au moment où, dans le fond, cet individu-là a attaqué, je reviendrai sur les détails, comment ça s'est déroulé, mais Ali Ngarukiye a attaqué un policier, a tenté de l'assassiner, a volé son arme, a tiré dessus. Mais dans la confusion là, de la bataille, ça a fait en sorte que le policier a fait une erreur sur la personne et ils ont arrêté Mamadi Camara à la base. Donc, c'est ce que la majorité des gens se souviennent de cette histoire-là, parce que on le sait, c'était quelques mois après les émeutes pour George Floyd aux États-Unis. Donc, beaucoup d'espèces de débats sur le profilage racial dans la police, etc., racisme. Et donc, c'est ça qui avait ressorti. Donc, durant des mois, tout ce qu'on a vu, c'est des débats sur le profilage racial, la police, etc. Mais c'est comme si on avait oublié, entre-temps, que l'enquête a progressé et qu'on réalisait qu'au bout du compte, Ali Ngarukiye avait, dans le fond, des motifs. Écoutez, le procès se déroule en ce moment. On peut pas se prononcer à la place. C'est un procès devant le jury, donc on peut pas se prononcer. Oui, mais on sait qu'il est apte à le subir, donc c'est pas découlant d'une schizophrénie reconnue ou c'était avec une orientation idéologique qui se clarifie, là. Non, exactement. C'est quelque chose qui a fait valoir. Il voulait se faire déclarer inapte au procès en 2021. Mais c'est ça, là où je m'en venais avec ça, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui portent à croire effectivement qu'il s'agit d'un attentat terroriste de la nature islamiste. Carrément. Donc, peut-être pour refaire un petit peu la chronologie, comme je vous dis, c'est qu'il y a eu une confusion directement au moment où ça s'est déroulé. Essentiellement, là, c'est passé, c'est qu'il y a un agent du service de police de la ville de Montréal, Sanjay Vig, qui procédait à un arrêt routier pour un cas de cellulaire au volant. Donc, c'était, en l'occurrence, le conducteur, c'était Mamadi Camara. Donc là, le policier,
parle à Mamadi Camara. Et là, lorsqu'il retourne vers son véhicule de patrouille pour produire la contravention, c'est là où il se fait attaquer dans le dos à coups de barre de métal. Et là, il y a une grosse confusion. Le policier, il lutte pour sa vie. Même à ce moment-là, il disait lui-même qu'il avait l'impression qu'il allait mourir là. Une attaque très violente. L'individu en question réussit à prendre son pistolet, essaye de tirer dessus. Il a volé le gun au policier. Là. Exactement, oui. Et il a tiré un coup de feu. Là. Donc, ça va loin. Là. Il était prêt à aller jusqu'au bout, ça c'est sûr. Et donc, suite à ça, le policier est allé se réfugier dans un édifice. Mais là, pendant ce temps-là, Mamadi Camara, lui, il avait assisté quand même un peu à la scène. Là. Il était dans son véhicule, il voit tout ce qui se passe. Lui, il l'a pas eu facile de A à Z. Non, c'est ça. C'est vraiment la victime collatérale de cette situation-là. Ouais. Et puis bon, le vrai suspect en tant que tel, lui, il a pris la fuite. Mais là, Mamadi Camara, lui, il a appelé la police. Une autre police, en fait, là, pour venir régler cette situation-là. Et le policier en question qui avait été attaqué, lui, dans la confusion de l'attaque, croyait que c'était Mamadi Camara qui l'attaquait. Ouais. Ben oui, il attendait dans son char. Fait que c'est pour ça que ils l'ont pas ménagé quand ils ont débarqué chez eux par la suite. Là. Mais c'est-tu, pour continuer le récit spécifique de ces instants-là, est-ce qu'il s'est sauvé, Mamadi Camara, sur le coup? Qu'est-ce qu'il a fait après? Je suis pas au courant de ça, mais de ce que j'ai lu, j'ai pas l'impression. Je veux pas mettre ma main au feu, mais j'ai pas l'impression parce qu'il a appelé la police, justement, puis l'autre s'était sauvé. Donc, à ce que je comprends, lui, il a attendu que la police arrive pour dire sa version des faits. On aurait pu comprendre de se sauver quand il y a un revolé de la tête de même avec un gun qui a volé une police. Ça peut te tenter de sacrer ton camp de là, de toute façon. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais puisque l'autre avait déjà quitté, justement, on va revenir parce qu'il avait planifié justement sa fuite aussi. Okay. C'était assez élaboré comme planification. Lui avait donc planifié d'attaquer un policier. Parle-nous-en de cette planification-là, s'il te plaît, Philippe. C'est-à-dire que, quand je dis que c'est assez élaboré, c'est que l'enquête on a finalement réalisé que cet individu-là a volé des voitures pendant un certain temps et les plaçait dans des lieux stratégiques pour que, justement, au moment où il puisse faire son attaque, il y ait accès à une voiture ou plusieurs. En fait, il parle de plusieurs voitures placées là, un petit peu dans les alentours, des voitures volées. Okay. Donc, c'est ça. Il planifiait déjà sa fuite et son but, c'était de retourner à Toronto. Apparemment, il gravitait autour de là, mais bref, c'est ça. Il a volé des voitures et les a placées dans des lieux stratégiques pour se sauver. Donc, c'est assez élaboré, là, tu sais. C'est pas le 11 septembre, là, mais voler un char, c'est pas si simple que ça. Faut quand même que tu aies certaines notions. Puis après ça, des notions de fuite, plusieurs véhicules placés. Tu sais, c'est loin du coup de l'impulsion. C'est vraiment de la planification d'un niveau épeurant. Non, exactement. Puis quand il pense aussi, il y a une flambée là, des vols de voitures en ce moment. Là, ça, c'est en 2021, mais quand même, c'est un des trafics les plus lucratifs. Donc, si le but de voler des voitures, c'est pour tuer des policiers, à la place de faire de l'argent avec ça, on va se le dire, le gars était motivé. Ça va assez loin. Là. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça qui s'est passé. Là. Mamadi a attendu. Il s'est fait arrêter parce qu'apparemment, et quand on regarde les photos, c'est vrai, il se ressemble beaucoup. Donc, il y a beaucoup de monde qui disait, bon, OK, il y a de quoi d'un peu raciste, de dire, c'est juste parce qu'il est noir, mais même en tant que noir, les deux ont des traits de visage qui se ressemblent vraiment beaucoup. Donc, dans la confusion du moment, on peut comprendre que le policier, justement, a fait une confusion. Bon, mais là, je vois pas qu'est-ce qui manque pour qu'on parle d'attaques terroristes islamiques dans nos médias. C'est sûr, mais c'est que l'histoire, en plus, s'arrête pas là. Parce que là, en plus, pendant qu'il attendait, dans le fond, il attendait la suite de son procès au centre de détention de Rivière-des-Prairies à Montréal, eh bien, une Ngarukiye a tué et mutilé le cadavre d'un co-détenu, André Lapierre, de 57 ans. Okay. Donc, déjà, un meurtre, c'est déjà assez gros. Un meurtre en détention. Tu sais, habituellement, un terroriste va prendre toute la courage, je sais pas si on peut appeler ça du courage ou de la lâcheté, là, mais pour aller faire son acte, mais un coup rendu en prison, habituellement, il se calme un peu, là. Mais lui, apparemment, même en prison, entouré de policiers, il s'est pas gêné pour tuer, dans le fond, un co-détenu. Et là, la mutilation du cadavre, on sait pas exactement c'est quoi la nature de ça, mais ça peut rappeler quand même aussi un petit peu les modus operandi. Ce qu'on vient de voir le 7 octobre
après de la bande de Gaza en Israël, effectivement. Exactement. Et là, l'enquête aussi a continué parce qu'on a appris que où qui est allé se réfugier à Toronto, c'était dans une mosquée. Okay. L'imam de cette mosquée-là a dit que des mois avant que Ngarukiye procède à son attaque, il avait affirmé, il s'était confié à l'imam pour dire qu'il voulait tuer des policiers, puisque le Canada était un pays de non-croyants. Ah bon? Donc, c'est ça, là. À partir d'un certain moment, comme je dis, pas à nous de déterminer, c'est pendant le procès, hein, c'est le juge et le jury qui vont déterminer, mais tout de même, les éléments commencent à être plutôt accablants. Là. C'est surprenant que ça arrive pas plus souvent avec le nombre de personnes qu'on accueille, les bras ouverts, qui arrivent ici avec une haine carrément de ce qu'on représente puis ce qu'on est. Mais c'est ça, quand il y en a, puis on camoufle la patente, ça aide pas non plus à ce qu'on réfléchisse à ce genre de réalité-là. Alors, faut que ça soit dit. On a un cas de terrorisme. OK, ça remonte un bout, mais on n'en avait pas parlé comme ça à l'époque. Et là, on le comprend. L'imam, sais-tu ce qu'on a fait avec? Ça ne tentait pas de parler, lui, quand il y a quelqu'un qui confie, qui veut tuer du monde. Parce que, exemple, le secret professionnel d'un psychologue s'arrête au moment où il est conscient que son client, mettons, menace la sécurité directement de quelqu'un. C'était le cas, là? Non, je suis complètement d'accord. J'ai pensé exactement à la même chose quand tu parles de secret professionnel. Je dois reconnaître, j'ai pas vu exactement. Je sais qu'il a fait ce témoignage-là. Ben, je t'annonce qu'il ne sera pas accusé. Mais si c'est un prêtre catholique, par exemple... Oui. C'est pas juste avant, c'est aussi après, parce qu'il a hébergé... oui, c'est vrai. Donc, est-ce qu'il savait qu'il venait de procéder à cette attaque-là, ou... Est-ce qu'il cachait comme ça non, mais au moins, c'était pas un prêtre catholique. Là. Laissons-le tranquille. Genre, je te dis, genre de réflexion qui se produit dans des cerveaux de coloniser 2.0. OK, je pense que ça fait le tour de l'histoire, Philippe Soro, 5 mars. Ben oui, en tout cas, on a au moins deux leçons à retenir de tout ça. C'est que le militantisme, là, profilage racial, police, tout ce qui est, des fois, il faut peut-être revoir nos priorités. On avait, dans ce cas précis-là, un attentat. Et aussi, peut-être, comme tu dis, revoir au niveau de l'immigration de masse. Justin Trudeau nous promet 100 millions d'ici 2100. Donc, disons que le tri va peut-être prendre le bord un peu et c'est peut-être quelque chose qu'on devrait regarder plus sérieusement. C'est juste un cas isolé. Les sondages qu'on fait dans des pays où on va puiser des immigrants qui montrent que 90% des gens là nous haïssent, c'est pas grave, ça, on continue à s'alimenter comme ça, puis en passant à faire des dommages là-bas. Des fois, on peut les comprendre de pas nous aimer nécessairement, mais après ça, on est obligé de les intégrer à nos sociétés. Aux États-Unis, en ce moment, ils parlent d'une intégration aux forces armées massive des immigrants illégaux qui sont appelés des réfugiés, mais qui ne le sont pas. Chose qui fait penser à Justin Trudeau, c'est le même genre de personnes avec des affinités progressistes extrémistes qui prônent ce genre de patente-là. Alors, faut qu'on en parle. Merci de contribuer à ça, Philippe Soro, 5 mars. C'est ça. C'était un plaisir. Merci. Et on lit Québec Nouvelle en attendant qu'on se reparle. À bientôt. Parfait, au revoir. Bonne fin de journée, 17h24, c'est pas mal ça. Pour Politigui, correct. Bon, Chico, t'as le mot de la fin maintenant. Ben, écoute, j'ai pas le choix de parler un petit peu de la triste histoire, ce qui se passe à Las Vegas, notamment que ça coïncide aussi avec l'anniversaire de la Polytechnique. Donc, encore une fois, une tuerie dans une école. On parlerait de 3 victimes à date de ce que j'ai lu. Et ça s'est passé sur le campus de l'Université du Nevada à Las Vegas. Was that a gun-free zone? Oui. Ben, c'est... Je dis pas que je veux... Montréal en était une. Non, mais... Rappelle-toi le gars en Norvège, là. Oui, les plus grosses tueries en termes de victimes, généralement, ça se produit dans des gun-free zones. En fait... Parce qu'il n'y a pas moyen que ça se finisse. Tu sais, aux États-Unis, ces gun-free zones-là, c'est très restreint. Il y a plein de guns partout autour, mais là, il y a rien qu'un revolé qui veut pas se plier au règlement, qui a accès. C'est complètement débile. C'est sûr, mais tu sais, si on regarde l'histoire du Pulse du côté de la Floride, puis l'histoire de ce qui s'est passé à Las Vegas au Mandalay Bay Hotel, dans les deux cas, il n'y avait pas moyen d'intervenir tellement. Ben là, lui, c'était un sniper, là. Je veux dire, en tout cas, il était sur un balcon. Quand même, t'avais un 9 mm, t'étais en bas, tu pouvais pas faire grand-chose là.
Ouais. Puis le Pulse venait dans un bar. Ça fait qu'en tout cas. Comment? Le Pulse, c'était Orlando. Là, c'est la deuxième plus grosse qu'il y a eu. Ça, c'était dans un bar. Ah, oui. Le bar gay, gay, là, mais c'était pas une attaque contre les homosexuels. C'était vraiment... Le gars était gay. Non, j'ai écouté un documentaire là-dessus dernièrement et en fait, le tueur avait pris cette cible-là parce qu'il savait que ce bar-là était bondé. Il a fait des recherches quant au bar qu'il devait attaquer et c'est simplement que c'est celui-là qui est sorti comme étant ouvert et le plus populaire. Il y avait quand même un bizarre d'historique avec l'homosexualité, il me semble. Oui, c'est vrai parce qu'il avait déjà fréquenté ce bar-là avant de commettre la tuerie. Bon, les gars, on vous souhaite une belle soirée malgré tout ça. Il faut demeurer positif, mais il faut pas se mettre la tête dans le sable. Bonne soirée. Ars Macabra va vous regaillardir. Ils s'en viennent dans les prochaines minutes. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Bonne soirée, les paupiètes. Va sur Amazon quand t'es ta dernière minute. Les bas prix pour combler tout le monde sur ta liste. Des cadeaux pour maman et papa, même pour ta soeur et son chum Thomas. Oh zut, on a oublié, fallait donner un cadeau au coach de hockey. Faudrait en donner un au dentiste Bouchard. On pensait pas en recevoir un de sa part. Le petit cousin, comment ce qu'il s'appelle, nous a donné un cadeau, faudra faire pareil. Les autres dernières minutes pour ceux qu'on a oubliés, il est vite et gratuitement sur Amazon. Appel à tous les chasseurs d'aubaines. Nous avons des aubaines irrésistibles pour vous. Chez Vacances Sell-Off, nous comprenons votre envie soudaine de danser de joie lorsque vous trouvez de telles aubaines. Devant tant d'options de vacances à d'excellents prix, n'hésitez pas à activer votre mode vacances avec selloffvacation.com.